Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bienvenue dans Trajectoire, l'émission du podcast Objectif Tech qui raconte la transformation numérique des entreprises à l'ère de la convergence des technologies. Elle a vu le jour juste après la Première Guerre mondiale pour soutenir l'essor du tourisme et plus particulièrement les propriétaires d'hôtels français qui demandaient des facilités de prêt afin de rénover leurs hôtels après la guerre. Elle s'appelait alors le Crédit National Hôtelier. Aujourd'hui, vous la connaissez sans doute mieux sous le nom de BPI, Banque Publique d'Investissement. 100 ans après sa création, la BPI a toujours pour mission de soutenir la transformation numérique et durable des entreprises, et la BPI n'échappe pas elle-même à cette révolution digitale. Elle doit elle aussi se mettre à l'échelle. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui va, j'en suis sûre, intéresser beaucoup d'entre vous. Comment devenir une AI Native Company, ou en français, comment devenir une entreprise qui intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses opérations. Pour explorer ce sujet passionnant, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Chen, le directeur des systèmes d'information de la BPI. Il va nous expliquer comment il a réussi à mener cette trajectoire de transformation pour la BPI au sein même de ses équipes. Il vient de s'installer, il est prêt. Alors c'est parti! Une émission présentée par Delphine Legarlès. Bonjour Lionel et bienvenue sur le plateau d'Objectif Tech dans notre émission dédiée à la transformation numérique. Bonjour, merci de m'accueillir. Pour commencer, j'ai un peu présenté l'historique de la BPI dans mon introduction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la BPI, mais peut-être plus particulièrement la DSI ? Alors BPI France, c'est une entreprise qui est au service des entrepreneurs. Donc on est là pour servir les entrepreneurs sur tout ce dont ils ont besoin. Et donc on dit souvent qu'on est les impresarios des entrepreneurs pour les aider donc dans tout leur parcours. On les aide dans le financement, dans l'investissement. Donc on est, comme le nom l'indique, BPI France, donc qui est le nom complet. Il y a le mot investissement. Donc là on aide et on finance donc des startups pour grandes entreprises. Mais aussi on les finance quand ils ont besoin de prêts. On les accompagne à l'export. On fait ce qu'on appelle de l'assurance export. On aide aussi beaucoup à la création d'entreprises aussi. Donc il faut savoir qu'on a une partie qu'on appelle BPI France Création qui nous aide. Les startups, les premiers, on a des bus dans les quartiers pour susciter que demain on ait 2 millions d'entrepreneurs chaque année, là où on en a 1 million. Donc voilà, donc toutes ces missions-là font qu'on est au service. Et la DSI ? La DSI, donc nous on est là pour fournir tout l'IT qui est donc à la fois l'IT d'une banque, mais c'est aussi l'IT d'une fintech, puisqu'aujourd'hui dans ce qu'on a à faire, donc on doit produire donc des capacités pour l'ensemble de nos métiers. On a 26 métiers chez BPI France. On est là pour servir l'avenir avec beaucoup de solutions, donc et des solutions qui doivent être performantes. Parmi les sujets qui intéressent et questionnent beaucoup les DSI, il y a le déferlement de l'IA, bien sûr. Et ça va bousculer quand même pas mal d'organisations. En quoi l'IA ou l'IA générative ou même les agents d'IA, c'est un nouveau buzzword, transforment la DSI et celle de la BPI ? Avant de transformer la vie de la DSI, je pense que ça va transformer la vie de nos métiers. Et donc, comme on est au service des métiers, il faut être au niveau du challenge qui arrive devant nous. Je pense que c'est pas simplement la technologie de l'année, l'IA. Sachant que l'IA, c'est pas une technologie nouvelle, c'est surtout les progrès récents donc de l'IA, donc dont l'IA générative, mais pas que, donc également fait qu'on doit changer foncièrement nos éléments. Il faut d'abord se l'appliquer à nous-mêmes, parce qu'on est un métier comme les autres. Donc chez BPI France, le SI est un métier comme les autres. Et donc là aujourd'hui, donc nous on se l'est déjà appliqué à nous-mêmes pour accélérer nos développements. Donc on a commencé donc assez tôt. Donc alors sachant que tout ça n'a que 2 ans et demi, donc tout ça est encore très récent sur ces sujets-là. Donc nous on a généralisé l'usage de l'IA au service de nos développeurs. Aujourd'hui, c'est plus une option, c'est obligatoire. Tous nos équipiers sont équipés et doivent l'utiliser. Donc certains ont un petit peu de réticence. D'ailleurs, on est obligé de les accompagner dans le changement autour de ces sujets-là. Mais aujourd'hui, donc tous nos développements, nos tests unitaires sont, augmentés de l'intelligence artificielle depuis l'année dernière et on continue à fond cette année. Et donc notre objectif, d'ailleurs, c'est de gagner 20% de productivité. On en a fait à peu près la moitié du parcours à date, donc également. Et donc on est en train de gagner les derniers 10% sur ces sujets-là. Donc voilà. Et on regarde dans toute la chaîne de processus donc de l'IT, donc de notre production, puisqu'on produit des solutions logicielles, donc comme beaucoup de DSI, et on regarde dans tous les domaines où est-ce qu'on peut appliquer ces éléments-là pour gagner en efficacité. Quand on a fait la préparation, vous aviez fait une analogie avec la voile.
Tout à fait. En fait, donc ce qu'on évoque souvent, ce que je montre à mes équipes, d'ailleurs une image que je génère avec Dali moi-même, donc il faut donner l'exemple, c'est qu'avant on faisait de la voile, donc on avait des bateaux, on va dire, donc comme pour faire le Vendée Globe, donc on avait des bateaux normaux, et puis on a mis les foils. Et donc voilà, aujourd'hui vous pouvez plus gagner le Vendée Globe sans foil, donc nous on peut plus gagner la bataille de l'IT au service de nos métiers sans mettre les foils. Et donc on a mis les foils, et on est en train de régler ces nouveaux réglages de voile, donc on apprend à naviguer avec des foils, mais c'est plus en guillemets discutable, ou c'est plus en guillemets c'est plus une option, c'est-à-dire que nous on veut gagner, donc on met les foils. Rester innovant, rester au devant des challenges grâce à l'IA. Et vous avez du coup choisi de déployer GitHub Copilot, qui est une solution basée sur l'IA pour aider les développeurs en proposant de l'autocomplétion de code. Qu'est-ce que vous avez eu justement comme apport? Qu'est-ce que vous avez pu constater comme bénéfice au sein de la DSI? La production de code, c'est souvent ce que j'appelle le 80-20, c'est-à-dire que vous avez 20% qui est le cœur de votre bout applicatif que vous avez développé ou de votre algorithme, et après souvent vous avez les cas d'erreur, les cas d'usage, etc., qui prennent souvent 80%. La loi de Pareto s'applique très, très vite sur ces sujets-là. Donc là, aujourd'hui, l'autocomplétion, notamment sur les cas d'erreur, aide les équipiers à aller plus vite. Donc là, en plus, c'est la partie la moins sympa du travail qu'il y a à faire. Donc on les aide et ils s'aident en guillemets eux-mêmes. Et notamment, ils s'aident à faire les choses plus vite. Tout ce qui est aussi test unitaire, qui est essentiel dans la qualité. Je dis toujours à mes équipiers, donc la qualité. Voilà, c'est un sujet majeur dans nos métiers. Donc ça les aide à faire. Là, aujourd'hui, on est en train aussi de la génération des interfaces graphiques. On voit bien que générer, si vous avez des patterns de framework, de design, globalement, nous, on a un pattern qu'on appelle propulsion. Aujourd'hui, on génère nos écrans directement avec les bonnes couleurs de boutons, etc., parce qu'on peut intégrer tous ces éléments-là. Donc, dans la façon dont on génère, et là où avant vous mettiez 2 jours pour faire un écran propre, là vous le faites en très très peu de temps. Pour autant, tout ça, ça nécessite de regarder tous les bons cas d'usage sur les sujets sur lesquels ils fonctionnent. On est en train de regarder aussi la partie testing, donc la génération de nos cas de test, de nos régressions, par exemple, sur la base. Donc on utilise des outils de développement comme Jira, vous avez toutes les specs, les user stories, les critères d'acceptance. Tout ça, vous pouvez générer une grande partie de vos tests, aussi de nos régressions qu'on est en train de regarder. On utilise des outils comme Gherkin, le code ou le pseudo-code de Gherkin est généré aussi par nos IA. Donc on est en train d'étendre le maximum sur le sujet, sachant que la partie développement, c'est à peu près 30 à 40% du temps, mais on voit qu'on peut gagner, et on est en train de aussi le montrer dans la chaîne vis-à-vis de nos PM, PO, pour les aider à rédiger des features, des user stories, des critères d'acceptance de façon plus propre et plus claire, avec l'équivalent de prompt qui les aide à aller plus vite autour de ce sujet-là. On est en train de même de l'étendre sur des procédures, des politiques, etc. Il y a beaucoup de cadres documentaires et réglementaires dans nos métiers de réglementés. On génère aussi de plus en plus ces éléments-là avec ces éléments. Et on regarde même sur les données, donc les données synthétiques arrivent. Souvent, on doit avoir des datasets ou des sets de données qui sont qualitatifs. Et on ne peut pas prendre nos données de production, donc on est en train de regarder, de commencer à générer des datasets de données synthétiques, des copies synthétiques de nos environnements, pour avoir des jeux de tests qui soient à la fois représentatifs et qui soient à la fois pseudonymisés, anonymisés. Donc on est en cours sur ces sujets-là, donc on voit encore qu'il y a plein d'étapes sur lesquelles on peut continuer d'avancer autour de ces sujets-là. C'est vrai aussi sur la gestion, le provisioning de nos environnements, sur l'automatisation de nos CI/CD, sur l'analyse de nos éléments de sécurité. Donc, vous voyez que le champ il est immense. Il y a beaucoup de cas d'usage. Tout à fait. Donc on les craque les uns derrière les autres, on voit ce qui marche pas, et donc on avance, je dirais petit pas par petit pas, ce qui est bien parce que c'est notre culture agile. Donc nous sommes agiles à l'échelle. Et donc c'est une façon de continuer d'apprendre et de développer et de mesurer bien évidemment notre performance et de vérifier qu'on produit plus de business value avec moins d'efforts. Et la qualité. Et la qualité, comme je dis toujours. Alors Lionel, on lance pour la première fois une nouvelle séquence dans notre podcast, la question de l'auditeur. Et hier, j'ai passé ma journée, comme vous d'ailleurs, une partie de la journée au Microsoft et iTour, et j'ai une personne sur place qui a tenu à te poser une question. Lionel, bonjour. Pascal Serrault de Microsoft. Petite question pour toi dans ce podcast. En quoi le rôle du développeur est repensé chez BPI aujourd'hui avec justement les nouvelles solutions d'IA ?
Alors, le développeur a un rôle essentiel dans ce qu'on fait, parce qu'un développeur, aujourd'hui, tel que nous, on le conçoit, c'est quelqu'un qui comprend à la fois le fonctionnel et à la fois la technique, et qui est en lien direct avec nos métiers, et qui a pour objectif, donc nous, l'objectif de la DSI, c'est l'amélioration, ce que l'appelle le NPS, la satisfaction de nos utilisateurs. Donc, c'est bien ça que chez nous, on appelle un développeur. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il repense, c'est son usage du temps. C'est-à-dire que l'IA nous permet, je dirais, de se concentrer sur les choses qui ont le plus de valeur ajoutée, donc autour de ce sujet-là. Je pense que ça va sans doute, alors on n'en est pas encore là, mais on commence à entrevoir ces éléments-là, ça va sans doute changer foncièrement à terme sa façon de travailler. Notamment, je reviens des États-Unis, j'étais à un salon qui s'appelle Humanix, où je pense que j'ai capté une idée qui me paraît assez juste et sur laquelle on voit qu'on va être peut-être l'année prochaine dans ces configurations-là, mais je pense que demain, nos développeurs seront sans doute des managers. Mais des managers d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ils vont être augmentés de plusieurs équipiers. Donc sur la partie testing, je l'évoquais aujourd'hui, on fait des choses, mais je pense que demain, il y aura de l'autonomie. Donc dans la partie, je dirais, agent, qui arrive sur la partie testing. Il aura sans doute aussi un agent, il managera sans doute quelqu'un qui l'aide à faire des premières versions de code qu'il devra derrière contrôler, monitorer et améliorer. Donc voilà, donc il va gérer sans doute à lui-même plusieurs équipiers. Donc on est qu'au début. Là aujourd'hui, il est plutôt dans la version copilote, qui copilote un certain nombre d'assistants qui l'aident. Donc demain, je pense que ces assistants vont être de plus en plus autonomes et il va travailler en équipe. Et donc ce boulot-là, il va quand même bien changer. Globalement, et ça nécessite une vraie conduite du changement. C'est-à-dire que c'est pas naturel. Donc nous, on avait une culture dans certains cas qui était assez ce qu'on appelle craftsmanship, c'est-à-dire du beau code, de la qualité, qui était important. Là, on peut faire de la qualité et du beau code, même si on fait pas tout. Donc il faut savoir déléguer. Mais c'est un vrai changement de culture et de mindset. Oui, c'est ça, parce que du coup, il a fallu entamer une transformation et donc une conduite du changement. Comment vous avez réussi à embarquer tous les membres de la DSI ? En fait, au départ, moi j'étais persuadé que quand on allait donner des outils, des solutions qui font gagner, bientôt 20% de temps à nos équipiers, ils allaient sauter dessus et dire c'est génial, je le prends, etc. Au départ, on a formé, partagé, donné les outils à nos tech leads. Puis on s'est dit, nos tech leads, ça va se déployer sous façon virale, à nos développeurs, et tout le monde va y passer en très très peu de temps. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, en tout cas chez nous. Ça s'est passé, mais sur une petite partie de la population, notamment des gens qui étaient plutôt experts, qui ont vu de suite l'intérêt de ce sujet-là. Si je prends une image, parce que j'aime bien les images, comment on a mis les foils, pour revenir sur le point que j'évoquais avant. Imaginez, vous êtes en concert style Woodstock, là, tout le monde est dans le champ, tout le monde regarde la scène, puis vous avez 3-4, développeurs pionniers là qui se mettent à danser un peu de façon bizarre en disant on a trouvé de nouvelles façons de faire, c'est génial, c'est top, etc. Ok. Finalement, vous avez quelques groupes de suiveurs qui arrivent, qui se mettent autour d'eux, qui commencent à danser un peu comme eux, qui disent waouh, c'est plutôt bien, etc. Et puis d'un coup, vous avez un petit peu la moitié du champ qui commence à se lever. Et puis là, il y a tous ceux qui sont assis, qui regardent la moitié du champ qui est levé, qui disent oulala, je vais pas être le dernier. Et là, d'un coup, tout le champ se lève. Donc en fait, l'idée, c'est de gérer cette dynamique-là. Souvent, mes équipes, je leur dis alors d'après vous, c'est qui les leaders dans ce champ-là qui danse ? Alors, certains me disent, c'est les premiers condensés. Moi, je dis non, c'est les suiveurs, les vrais leaders. Parce que c'est eux qui prennent le risque de dire, on va quand même tester, se mettre en avant autour de ce sujet-là. Donc, il faut donner cette culture de prise de risque autour de ce sujet-là. Ça nécessite aussi d'être accompagné. Beaucoup m'ont dit, ça marche pas, mais ça marchait pas parce qu'ils savaient pas ni prompter, ni savaient pas correctement utiliser les outils. Donc, ça, c'est un premier sujet. Et le troisième point, c'est que pour finir que tout le champ se lève à la fin, au bout d'un moment, il faut piloter. Donc là, pour information, moi, j'ai un tableau de bord. Je sais dire combien de lignes de code sont produites par tous mes développeurs avec Copilot, ceux qui ne l'utilisent pas. Et l'idée, c'est d'aller voir ceux qui sont encore assis dans le champ pour leur dire c'est quoi le problème. Donc, dis-nous. Et s'il y en a on peut avoir des vrais sujets de conduite de changement, mais pour être honnête, c'est assez rare. Mais ça arrive. Et donc, certains, des équipiers, qui étaient souvent chez nous des prestataires, en l'occurrence, parce qu'on est très externalisés, sont partis parce qu'en fait, c'était pas leur culture et ils voulaient pas passer dans ce changement-là. Donc, juste pour faire la synthèse, c'est que ça se fait pas naturellement. Il faut accompagner, il faut former. Je suis presque à dire que l'outil, en fait, nous coûte 1 euro, la conduite du changement nous coûte 1 euro. C'est-à-dire qu'en fait, on met presque autant d'argent dans la conduite du changement que
dans l'outil en lui-même. Donc voilà. Donc faut voir que c'est alors que c'est pas forcément en tout cas ce que j'appréhendais au début. Vous m'avez aussi parlé des fournisseurs. Vous avez demandé à vos fournisseurs tout à quelque fait. chose. Donc là c'est pareil, nos fournisseurs. Donc on travaille beaucoup de façon externalisée. On a un certain nombre de partenaires. Capgemini est bien sûr un de nos partenaires important. En fait, on s'est aperçu que la culture là pareil des ESN était très très différenciée. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, quand on intègre des équipiers, donc y compris nos partenaires et nos propres équipiers, on leur fait passer ce qu'on appelle des coding games, c'est-à-dire qu'on leur fait faire des tests de codage. Quand l'IA générative est arrivée, on a vu une grande répartition de nos scorings qui ont d'un coup augmenté pour certains et qui d'autres ne bougeaient pas. Bien évidemment, ceux qui commençaient à utiliser l'IA générative pour passer les tests de coding commençaient à avoir de bien meilleurs scores. Donc mes équipes ont dit, mais il y en a qui trichent. Et je leur dis absolument pas. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que tout le monde passe nos tests de coding avec l'IA générative. Et moi, ce que je veux, c'est que ce soit que des équipiers qui passent les tests avec l'IA générative et qui soient intégrés dans nos équipiers. Donc, on voit bien que cette culture donc, est à voir. Et donc, en clair, on a quelque part imposé à nos partenaires de dire faites passer vos coding games pour entrer chez nous à vos équipiers que s'ils sont formés donc, à l'IA générative, donc en l'occurrence soit Copilot ou d'autres, peu importe, ou du cursor ou peu importe. Mais en fait, aujourd'hui, vous ne pouvez plus travailler chez BPI France si vos équipiers ne sont pas up-to-date sur l'IA générative. Et up-to-date, ça veut dire que ça bouge très vite. C'est-à-dire qu'il faut se former, se reformer donc, autour de ces sujets-là. Aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté, donc il faudra de toute façon qu'ils l'intègrent dans leur quotidien. On avait aussi parlé de l'AI Native Company. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? En fait, on s'aperçoit que la transformation qui arrive, notamment sur la partie agentique, donc ça va prendre un peu de temps, donc les prochains mois, prochaines années, on voit que c'est devant nous et voire jusqu'au niveau des agents autonomes, peuvent nous amener à revoir un certain nombre de sujets. Donc là, aujourd'hui, on est dans la phase copilote, c'est-à-dire qu'on aide donc, nos équipiers, donc, aussi bien métiers que développeurs. Mais je pense que demain, il va falloir effectivement repenser donc, un certain nombre de processus de bout en bout, en se posant la question où on veut absolument qu'il y ait de l'humain et où tout le reste peut être sans doute opéré de façon automatique par de l'IA agentique. Ça, c'est un peu la promesse. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, et ce que moi j'ai découvert, c'est que certaines entreprises, donc notamment aux États-Unis, où je pense qu'ils ont un petit peu plus d'avance, sont en train de dire on va se faire, parce que soit on investit sur la conduite du changement et on voit bien que c'est un vrai sujet, soit on dit on repense from scratch certains de nos processus, voire certaines compagnies entières donc font des spin-offs, donc où ils se disent donc maintenant l'IA est by design dans notre conception. Concevons l'entreprise donc, qui fait le même boulot que nous, mais en mettant totalement la logique d'IA native, c'est-à-dire qu'en fait, tout doit être pensé autour de l'IA. Donc, et qu'est-ce qu'en fait on va garder comme, je dirais, métier, cœur de métier qu'on veut être opéré par de l'humain. Et je pense que c'est quelque chose qui nous interroge tous. Donc nous, on est en train de réfléchir sur ces sujets-là. Et ça interroge notamment sur des process qui sont très standards d'une entreprise. Donc globalement, on fait tous de l'acquisition client, on fait tous de la gestion de la réclamation. Donc par exemple, ou de la relation commerciale. Peut-être qu'il faut commencer à réfléchir en rupture. Et là, c'est pareil, je pense que ça va mettre nos équipiers, nos métiers, donc dans une phase de réflexion, je dirais un peu en rupture, parce que je considère que c'est sans doute une innovation de rupture. Là, on est dans la phase où on essaie d'améliorer des choses, donc ouais, on a encore plein de choses à faire, mais peut-être qu'arrive une phase où il faut qu'on repense, qu'on réinvente, donc je pense que le sujet il est là, de réinventer un certain nombre de processus dans nos entreprises. Et donc nous, le secteur bancaire, qui a beaucoup de data, sur lequel on travaille beaucoup la qualité de données au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on soit prêt donc, sur ces sujets-là. Donc nous, on est en phase de préparation, d'augmenter beaucoup la qualité de nos données, donc pour être demain, on l'espère, donc non seulement une fintech, donc on est une fintech au service d'un réseau physique d'humains, donc qui est en proximité d'entrepreneurs, mais sans doute demain, on repensera un certain nombre de process à cet aune-là. De beaux challenges en perspective. Clairement. Mais j'espère te revoir bientôt dans quelques mois, ou peut-être un an, je ne sais pas, pour faire un point sur la trajectoire IA de BPI. Tout à fait, c'est un long voyage, ou donc long, je ne sais pas sûr, parce que les choses avancent très vite, mais effectivement, donc, on va suivre ce voyage. Merci Lionel. Merci. De venir répondre à mes questions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Objectif Tech sur votre plateforme de streaming préférée pour ne manquer aucun épisode. À très vite pour une nouvelle émission.